Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à cette première partie de notre journée post-carrée destinée aux enseignants de la cinquième à la douzième année. Dans cette première partie, on va découvrir les livres des éditions Michel Quintin. Avant de poursuivre, je vais tout de suite vous mettre dans le chat la bibliographie que j'ai faite pour cette première partie-là. Donc, je vais déposer ça dans le chat et ça ne devrait pas être très long avant que vous le receviez. Ça doit juste se télécharger un petit peu. Donc, aux éditions Michel Quintin, on va retrouver un peu de tout. En fait, on a beaucoup, beaucoup de bandes dessinées. On a aussi des documentaires, on a des romans. Donc, on a une belle période qui s'annonce à nous. On va faire plein de découvertes variées. Et j'ai sélectionné aussi beaucoup de nouveautés là, qu'on vient de recevoir. Là. Donc, vous allez pouvoir les découvrir. Et la bibliographie pardon, qui est en train de télécharger, là, que vous allez recevoir sous peu. Si vous avez jamais assisté à une présentation de pouce carré, en fait, nos bibliographies accompagnent chacune des présentations. Moi, j'ai sélectionné plein de livres que je trouvais pertinents là, pour le public cible qu'on a aujourd'hui. Je les ai tous regroupés dans cette bibliographie-là. Évidemment, j'aurais jamais le temps de passer à travers tout ça. Mais ça vous donne un peu une idée là, de qu'est-ce que Michel Quintin offre là, en termes de livres pour les adolescents. Et cette bibliographie-là, elle est cliquable. Donc, vous avez, en fait, bon, vous avez la page couverture du livre, vous avez les informations bibliographiques. Si vous cliquez sur le lien, ça vous amène sur la fiche du livre sur le site des libraires.ca. Donc, ça peut des fois vous donner des informations complémentaires sur le livre. Si vous voulez aussi vous les procurer, bien, ça vous permet de voir dans quelle librairie est-ce qu'ils sont disponibles. Et bon, vous savez, ISBN, code barre, ça peut vous être utile, mais on a aussi, euh, en fait, bon, Michel Quintet, c'est pas, c'est pas un bon exemple, mais on a aussi une colonne, le fiche pédagogique là, avec les éditions Fides, on va en retrouver. Donc, quand les maisons d'édition publient des outils pédagogiques en lien avec leur ouvrage, mais on met un lien aussi là, vers ces outils-là dans la bibliographie. Donc, ça vous permet d'y avoir accès facilement. Puis j'aime toujours un peu faire mon éloge aux fiches pédagogiques, si je peux dire. Moi, je trouve que c'est vraiment des outils extraordinaires. Ben, évidemment, oui, pour avoir des idées d'activités à faire avec les livres, mais aussi pour avoir des informations supplémentaires. Des fois, dans les fiches pédagogiques, vous allez avoir des résumés qui sont peut-être plus exhaustifs que ce que vous trouvez sur la quatrième de couverture d'un livre. Souvent, il y a des listes de thématiques. Souvent, il va y avoir des groupes d'âge qui sont ciblés. Donc, vous allez avoir plus d'informations. Des fois, même si vous n'êtes pas enseignant, enseignante, ça peut être des outils qui sont pertinents à aller fouiller là, quand vous cherchez des livres. Est-ce que quelqu'un peut juste me confirmer que vous l'avez reçu dans le chat, la biographie? Oui? Ok, génial, merci. Parfait. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. En fait, j'ai sélectionné, je vais commencer par les bandes dessinées que j'ai sélectionnées. Après ça, on va aller voir quelques documentaires, puis je vais terminer avec des romans. Comme je vous dis tantôt, faites-moi signe si vous avez des questions ou des commentaires. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Donc, dans les bandes dessinées, en fait, j'ai quelques nouveautés de cette année, ben, de 2025, en fait, à vous présenter. La première, ça s'appelle Maple. Donc, c'est une bande dessinée de Juliette Miron. Et le premier tome s'appelle Au royaume des chiens pignons. Et c'est une bande dessinée, en fait, qui va nous transporter dans un monde imaginaire, dans un monde où, en fait, excusez, juste. Oui, il y avait quelqu'un dans la salle d'attente, excusez, ça m'a déconcentré. Donc, dans un monde, oui, je vous disais, imaginaire, sans humains, où les animaux vont vivre là, en paix, dans un équilibre parfait, là, où ils peuvent s'épanouir. Au tout début de l'histoire, en fait, on suit notre personnage principal qui s'appelle Maple. Maple, qui est une adolescente, donc une humaine, qui est en voyage à l'île Bonaventure avec sa famille. Et elle aime beaucoup dessiner. Maple, donc on la voit ici, là, qui est assise là, sur le bord de l'eau et qui va se mettre à dessiner un peu la faune et la flore de l'île Bonaventure. Dans sa découverte de l'île, en fait, elle va tomber sur une roche assez étrange en forme de lune qui brille comme ça. Et dès qu'elle va toucher à la roche, elle va en fait être transformée
transportée, pardon, ben, elle va être transformée aussi. En fait, elle va être transportée dans le monde imaginaire que je vous disais, et elle va aussi être transformée en chien pignon. Donc, qu'est-ce qu'un chien pignon? C'est un mélange entre un chien et un champignon. Donc, on la voit ici, euh, qui a été transformée. Et elle va faire la rencontre, en fait, de plein d'animaux, les animaux qui peuplent ce monde-là, et qui sont des hybrides, si je peux dire, entre des fois deux animaux ou entre deux choses. Par exemple, on a littéralement des cerfs-volants, donc un cerf avec des ailes. On va avoir des papillons ours ici. On va aussi avoir des bisons siamois juste ici. Donc, plein d'animaux comme ça, étranges, imaginaires, qui vont peupler ce monde-là. Elle va faire la rencontre de ces deux acolytes là, qui vont la suivre à travers ses aventures. On a Cap. Cap qui est un capijama. Donc, on le voit ici. Et on a aussi Frigg qui est sur son dos. Juste ici. Ils vont en fait l'introduire là, un peu là, à ce monde-là, qui ils sont, qu'est-ce qui se passe ici. Et en fait, ils vont se rendre compte que le pelage là, de Maple qui est devenu un champignon, je vous rappelle, brille au soleil. Donc, comme si elle était là, vraiment recouverte là, de cristaux étincelants. Et elle va leur raconter en fait que dans le monde réel, elle avait aussi une chevelure rousse, là, comme son pelage de chien, et que sa chevelure aussi brillait au soleil. Ils vont trouver ça assez étrange, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça, mais ils n'ont jamais entendu parler d'un tel phénomène. Donc, ils vont l'accompagner pour l'amener à Portobello, qui est le royaume des champignons, où est-ce qu'ils vont peut-être pouvoir le trouver là, des réponses à ce phénomène étrange-là. Donc, ils vont arriver à Portobello qu'on voit ici. Et ils vont suivre là, plein d'aventures. Là. Il va leur arriver des péripéties à travers leur voyage. Ils vont rencontrer différents royaumes aussi. Par exemple, ils vont traverser la baie des Loutres, où est-ce qu'ils vont découvrir ces animaux-là. Elle va aussi voir, en fait, on va nous raconter que il y a les licornes vagabondes aussi qui peuplent ce royaume-là. Et elles galopent dans le ciel et c'est ça qui forme les constellations, en fait. Donc, plein d'animaux comme ça qui vont croiser leur chemin. Et quand ils vont arriver au royaume des champignons, ils vont aller voir le sorcier, là, si je peux dire, là, des champignons qu'on voit juste ici. Et bon, lui aussi est très confus là, par la condition de Maple. En discutant, en fait, Maple va se rendre compte, en fait, que le fils du sorcier, donc elle voit un cadre là, qui est accroché au mur là, de l'atelier du sorcier. Et elle reconnaît son fils comme étant un champignon à lequel elle rêve de manière assez régulière. Donc, elle rêvait souvent à un chien qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne savait pas qui il était. Et là, elle le reconnaît sur le cadre, là, sur le mur de l'atelier. Et bon, elle va comprendre qu'elle a un peu comme mission d'aller sauver le fils du sorcier parce qu'il va lui apprendre en fait qu'il est disparu, qu'il est dans les montagnes et qu'il est sans nouvelles de lui. Donc, Maple va comprendre que sa mission, en fait, c'est d'aller le sauver, que va peut-être pouvoir lui donner là, des réponses à ses questions. Pourquoi est-ce qu'elle se trouve là? Pourquoi est-ce que son pelage brille au soleil? Et pour se rendre dans les montagnes, en fait, elle va prendre un moyen de transport bien particulier. Puis je trouve que, personnellement, j'ai trouvé que c'était le plus drôle là, des animaux hybrides. Mais elle va prendre un beluga-avion. Donc, un beluga, qui sert d'avion. Donc, on le voit ici. Je trouve que c'est vraiment, vraiment parfait comme invention. Et elle va, en fait, se retrouver dans les montagnes. Et bon, évidemment, elle ne sait pas trop là, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment est-ce qu'elle doit retrouver euh, le chien. Donc, on la voit ici là, dans les montagnes enneigées. Et en fait, le premier tome se termine là-dessus, donc sur le début là, vraiment de son aventure. Donc, le premier tome, c'est vraiment comme une introduction à cet univers-là où on comprend les différents animaux qui peuplent cet univers-là, on comprend un peu les lois qui régissent ce monde-là. Et là, on entre dans le vif de l'action, évidemment. On est laissé sur un suspense, donc évidemment qu'on a hâte de lire la suite.
Mais voilà, pour l'instant, il y a seulement un tome qui est sorti, mais c'est tout récent comme publication, là, donc le deuxième tome devrait suivre dans pas très longtemps. Donc, c'était pour Maple de Juliette Miron. La prochaine bande dessinée que je vais vous montrer, c'est aussi là, une bande dessinée qui est sortie là, à peu près dans le même temps que Maple. C'est de Sacha Lefebvre et ça s'appelle Shinugaya. Ça aussi, c'est le premier tome d'une série dont il y a seulement un tome là, qui n'est pas sorti pour le moment, mais encore une fois, c'est une nouveauté. Le premier tome s'appelle Les porteurs de magie. Dans cette bande dessinée-là, on est transporté, pardon, je mélange vraiment avec le mot transformé et transporté ce matin, transporté dans le monde de Tiadora. Le monde de Tiadora, c'est un monde où la magie existe. En fait, où la magie existait. Donc, on nous raconte qu'il y a très, très longtemps, il y a un puits qui s'est ouvert dans cet univers-là et qui a un peu comme dévoilé la magie, si je peux dire, et la magie passait à travers ce puits-là. Bon, il y avait un roi qui gouvernait ce monde-là, un roi qui était bienveillant, qui était aimé de tous, mais le frère de ce roi-là, en fait, l'a trahi et a pris le pouvoir là, de Théodora. Ce frère-là, qui est un frère qui n'est pas du tout aimé du peuple, en fait, qui est son allié, c'est un démon. Et il est un peu, là, comment je peux dire, sous l'emprise de ce démon-là, en fait. Il a utilisé le frère du roi pour arriver à ses fins, en fait, en lui donnant comme motivation que s'il réussissait à à devenir roi et à fermer le puits de magie, il allait ramener sa femme à la vie, donc sa femme qui était décédée. Et c'est ça qui l'a motivé un peu à trahir son frère et à fermer le puits de magie. Donc depuis ce temps-là, la magie a disparu de Tiadora. Et il y a seulement quelques individus qui sont encore capables d'utiliser la magie sans la présence du puits. Et ces individus-là, on les appelle les Shinugaya. Notre personnage principal s'appelle Pixie du ciel. Et Pixie, c'est la dernière Shinugaya qui est connue. Évidemment, on veut cacher son existence du roi. Donc, elle vit dans un village reculé où personne ne sait là, qu'elle est encore capable d'utiliser la magie pour pas que le roi sache qu'il y a encore des gens qui sont capables d'utiliser la magie sans le puits. Vous l'avez peut-être remarqué là, dans les illustrations, on se rapproche beaucoup du manga, je trouve. On a vraiment là, une illustration qui me rappelle les codes là, du manga. Je vais peut-être vous montrer une page plus générale pour que vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Donc, je pense que ça peut plaire à certains là, si vous avez des lecteurs je dis si vous avez, je suis certaine que vous avez des lecteurs qui adorent les mangas. Je pense que ça peut peut-être les rejoindre du côté de l'esthétique. Là. On est vraiment proche de ça. Et il y a beaucoup de couleurs aussi. Les couleurs de la bande dessinée, je les trouve super belles. C'est très coloré. C'est très, très vif comme ça. Je trouve elle est très belle à regarder. Donc voilà. Et bon, Pixie va avoir comme mission, en fait, de trouver un parchemin. Et sur ce parchemin-là, pardon, il y aurait un sort qui est un peu le sort qui permet de tout ouvrir. Et en fait, elle espère que ce sort-là puisse aussi ouvrir le puits de magie et un peu là, remettre la magie dans le royaume de Tiadora. Elle va être accompagnée, en fait, d'un robot âme sœur qu'on appelle, donc on la voit ici. Et c'est une copie conforme, si je peux dire, de Pixie du ciel qui va pouvoir l'aider, l'accompagner dans sa quête et l'aider à combattre là, les ennemis qu'elle va croiser sur sa route, les difficultés aussi qu'elle va croiser sur sa route. Et un peu comme un allié. Elle va donc parcourir là, le royaume pour essayer de retrouver ce parchemin-là. Elle va croiser, comme je vous dis, plusieurs ennemis. On va avoir des scènes de combat avec la garde royale qu'on voit ici. Mais ce que je trouve chouette, c'est que les scènes de combat sont toujours un peu teintées d'humour. Donc, on est vraiment un peu dans, comment je peux dire, l'exagération, où on se moque un peu du fait qu'ils doivent là, se battre là, pour arriver à leur fin.
Donc, ça reste toujours là, dans l'humour. Pixie du ciel est un peu gaffeuse. Donc, c'est pas des combats là, qui sont très violents ou très explosifs là, qui pourraient choquer. Là, vraiment, loin de là, on est vraiment dans la moquerie, si je peux dire, de ces combats-là. Et en fait, au fur et à mesure là, qu'elle va avancer, elle va aussi, bon, oui, elle croise des ennemis, mais elle va aussi croiser des alliés, donc des gens qui vont se rallier des gens qui vont, pardon, se rallier à sa cause et qui vont la guider dans son chemin pour trouver le parchemin. Et elle va être, en fait, orientée vers la forêt des feuilles violettes. C'est une forêt, dans le fond, où sont rassemblés un peu tous les anciens temples. Et on raconte que un des temples euh, servirait là, d'endroit où le parchemin est conservé. Donc, elle se rend à ce temple-là et on a en fait la dernière page de la bande dessinée où est-ce qu'on a comme un regard à l'intérieur du temple. On voit que le parchemin s'y retrouve effectivement, mais qu'il est gardé par une espèce d'homme tigre là, que vous voyez ici. Et c'est la dernière page là, de la bande dessinée. Donc, euh, on a ce suspense-là où est-ce qu'on voit que Pixie va devoir affronter cette bête-là. Et ça nous laisse là-dessus. Donc, je trouve que le suspense est bien réussi. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. Je vais juste aller voir. Donc, Catherine Bouffard est adaptée pour le troisième cycle du primaire, conversation, image, plus premier cycle du secondaire. Moi, je dirais que c'est tout à fait adapté pour le troisième cycle du primaire par rapport aux thématiques. Là, il n'y a rien qui est, comme je vous disais, il y a les combats et tout, il n'y a rien qui est choquant. Il n'y a rien qui est trop violent. Euh, Par contre, je dirais peut-être que pour la complexité du texte, donc je le recommanderais peut-être au bon lecteur du troisième cycle. Donc, on a quand même un univers qui est un univers fantastique qui est assez développé, qui est assez complexe. Il y a beaucoup, beaucoup de textes aussi quand même pour une bande dessinée. Et voilà, donc je le recommanderais au bon lecteur du troisième cycle, ne serait-ce que pour la difficulté de lecture, mais sinon les thématiques, là, il n'y a vraiment, vraiment aucun souci. La prochaine bande dessinée, d'ailleurs, que je vais présenter, elle est vraiment tout à fait adaptée là, au troisième cycle du primaire. Donc, je pense que celle-là, ça va bien être adapté à ce public-là. C'est une bande dessinée. Pour l'instant, il y a 2 tomes qui sont sortis. C'est de Sampar, donc Sampar qui est probablement là, déjà connu. Ça s'appelle Les Chroniques de Ruelle. Donc, le premier tome qui s'appelle La promesse de Paca et le deuxième tome que j'ai sous la main qui s'appelle Les rencontres de Zara. Donc, ce sont des bandes dessinées où on est dans une ville qu'on nous dépeint là, comme étant une ville assez paisible, mais où la nuit, en fait, les chats et les rats se font un peu la guerre là, dans les ruelles. Et il y a vraiment là, une ambiance là, inquiétante là, qui règne dans les ruelles. Dans le premier temps, donc, on suit notre personnage principal qui s'appelle Paca. Paca, lui, c'est un chat qui est privilégié, en fait. On le voit ici, parce qu'il a été adopté par un humain. Donc, il était un chat de ruelle, mais il a été adopté. Donc, on le voit juste ici. Et bon, il vit là, dans une maison confortable avec beaucoup de nourriture et tout. Mais c'est pas la même réalité pour son meilleur ami, en fait. Il va nous raconter que alors qu'il était un petit chat, il vivait avec son meilleur ami comme ça là, dans la ruelle. Ils se sont rencontrés très jeunes, ont toujours été de bons amis, se sont toujours entraidés. Et quand Paca a été adopté, son meilleur ami, lui, n'a pas été adopté, mais il l'a quand même suivi et il habite là, les ruelles qui bordent un peu cette maison-là. Donc, il garde contact quand même si ils ne vivent plus dans la même réalité. On va, en fait, l'élément déclencheur, on va apprendre, en fait, le meilleur ami de Paca va aller le voir. Il va lui annoncer que la chose est revenue. Donc, au début, on ne sait pas trop c'est quoi la chose. On s'imagine que c'est un ennemi, mais on ne sait pas trop sous quelle forme. Et à force d'avoir des retours en arrière, en fait, des souvenirs de Paca, on va apprendre que, bon, juste avant qu'il soit adopté, euh, Paca et son meilleur ami ont sauvé, en fait, un bébé chat qui avait été capturé par une créature là, assez inquiétante, assez monstrueuse, qui habite dans les égouts de la ville. Et dans ce combat-là là, pour sauver le bébé chat, en fait, le meilleur ami de Paca a perdu sa jambe et il porte maintenant là,
une prothèse, là, comme vous pouvez le voir ici, là, il a une jambe de bois. Et depuis ce temps-là, en fait, la créature qu'ils ont nommée la chose a disparu, mais depuis ce temps-là, les deux chats essayent de le retrouver, en fait, le track pour se venger, si je peux dire, de la blessure que le meilleur ami de Paca a subie. Et là, ils vont apprendre que la chose serait de retour dans les égouts et qu'il pourrait, en fait, se venger. Donc, on a, j'essaie de trouver la page. On a un peu une ambiance, là, quand on fait des retours en arrière, on a un peu une ambiance là, western, là, si je peux dire. Là. Donc, les couleurs changent vraiment quand on est dans les retours en arrière. Je trouve que c'est un bon indicatif visuel aussi qui nous permet de suivre le temps du récit. Ça, je trouve que c'est intéressant. Puis vous voyez là, la chose ici, là, qui est cette espèce de monstre là, qui ressemble à une grosse araignée, si je peux dire, avec des dents. Bref, pas quelque chose que j'aurais envie de croiser là, sur mon chemin. Ils vont réussir à combattre la chose, donc ils vont pouvoir se venger. Et à la toute fin, en fait, on a un épilogue où on voit, euh, un peu comme à la fin de Shinugaya, on va avoir, tu sais, tout est beau, tout finit bien, puis là, on a une espèce d'autre créature, on voit, qui apparaît. Donc, on peut se douter là, que Paka et son ami vont avoir une autre créature à combattre pour, euh, pour assurer la sécurité là, de leur entourage. Donc, c'est vraiment une bande dessinée d'aventure, mais avec des chats comme personnages principaux. Donc, je trouve que c'est chouette, je trouve que c'est original. Et on est vraiment dans l'aventure, le péripétie par-dessus péripétie, pardon, le rythme est assez rapide. Le deuxième tome, en fait, c'est pas une suite. On va suivre un autre personnage qui est mentionné dans le premier tome. Et on va un peu aller à l'origine de ce personnage-là, donc expliquer un peu qui ce personnage-là est, quel est son passé et pourquoi est-ce que bon, il est impliqué là, dans l'histoire. Donc ça s'appelle Les Rencontres de Zara. Zara qui est la chatte que vous voyez ici. Et en fait, au tout début, elle est un refuge animal, en fait. Et on nous dit qu'elle va recevoir une intervention médicale. Donc, elle n'est pas certaine qu'est-ce qui va se passer. En fait, elle se doute bien qu'elle va être euthanasiée. Elle va essayer de se sauver. Et c'est grâce, en fait, au conseil d'une autre chatte qu'elle va être capable de se sauver et de retourner là, dans les ruelles là, de la ville. Cette chatte-là qui va lui donner là, les indications, euh, bon, elle est très vieille, elle est très malade, elle est blessée. Elle n'est pas assez en forme, bref, pour suivre Zara dans son évasion. Elle va lui demander, en fait, en échange, là, pour la remercier, si je peux dire, là, des informations. Elle va lui demander d'aller voir sa nièce qui s'appelle Sable. Sable, qui est une chatte qui habite dans le port de la ville. D'aller la voir, bon, de lui dire que malheureusement, sa tante est décédée, mais bon, qu'elle était en paix avec ça, là, qu'elle savait que son heure était venue, et bon, juste pour la tenir au courant de ça. Donc, quand Zara va être libérée, elle va se rendre au port pour rencontrer Sable, et Sable, en fait, on la voit ici, elle n'est pas très accueillante envers Zara. Donc, c'est une chatte qui est très solitaire. Elle n'a pas envie de devenir amie avec Zara. Et en fait, elle va être très attristée pardon, par la nouvelle que Zara va lui amener. Et bon, Sable va être déstabilisé et il y a des chats qui sont bon, dans un clan ennemi, si je peux dire, de Sable qu'on voit ici, qui vont profiter de son état pour l'attaquer, en fait, profiter du fait qu'elle est déstabilisée pour l'attaquer. Et Zara va en quelque sorte la sauver et c'est là que Sable là, va un peu comme s'ouvrir à elle, va accepter de développer une amitié là, avec Zara un peu pour la remercier. Et ils vont en fait se donner comme objectif de se créer une bande de chats. Donc, selon des femmes qui vont pouvoir un peu se soutenir entre elles, s'aider. Bon, je vous disais, le climat est assez hostile là, dans les ruelles avec les différents clans de chats, mais aussi les rats qui sont leurs ennemis. Donc, elles veulent se créer
une bande qui serait uniquement constituée de femmes qui pourraient se soutenir. Et leur objectif, en fait, c'est d'avoir des, des membres là, qui feraient partie de ce clan-là, qui viendraient des 4 points cardinaux de la ville pour un peu avoir une vue d'ensemble sur les quartiers, qui soient capables d'intervenir là, un peu partout, n'importe quand. Donc, ils vont suivre, vont aller dans les quartiers plus au nord, vont recruter des chats qui se joignent à eux, vont ensuite aller à l'ouest, et ainsi de suite. Et il va se créer justement une espèce de clan qui va couvrir tout le territoire de la ville et qui est vraiment là, des femmes qui sont fortes, qui sont battantes et qui veulent s'entraider. Donc, je trouve que le message derrière ça est très beau. Justement, on a cette solidarité féminine-là là, qui est vraiment au cœur du récit. Et on a, à la toute fin, on retrouve un peu les différents chefs là, de toutes ces factions-là du clan qui sont ici, qui vont s'allier. Puis en fait, le signe là, pour qu'elles se reconnaissent, là, c'est qu'elles portent des bandages comme ça aux poignets, aux avant-bras et aux jambes. Et c'est un peu leur signe là, de reconnaissance. Donc, ça, c'était pour les rencontres de Zara. Donc, on est vraiment dans les 2 premiers tomes. C'est un peu comme les histoires d'origine là, de ces personnages-là. On essaie de comprendre qui ils sont pour comprendre leur motivation. Et on peut s'imaginer là, qu'après ça, on va rentrer là, dans le vif de l'action pour découvrir là, la suite de leurs aventures. Les prochaines bandes dessinées que j'ai à vous présenter, on va un peu plus du côté du documentaire. Donc, j'ai des bandes dessinées qui vont traiter de différents sujets de manière documentaire. Donc, ça, je trouve que c'est chouette. C'est une manière d'apprendre qui peut nous changer un peu du documentaire classique. Je pense que ça peut en intéresser plusieurs. La première que j'ai à vous montrer, c'est une bande dessinée qui se décline en quatre tomes. Oui, si je me trompe. Oui, 4 tomes. C'est de Philippe Lemieux et Gary. Ça s'appelle L'histoire du cinéma. Donc, titre assez évocateur, on va découvrir l'histoire du cinéma à travers ces 4 bandes dessinées-là. Le premier s'appelle L'image en mouvement. Et là, on va vraiment aller là, au tout début là, de l'histoire du cinéma. Donc, on va apprendre comment est-ce que l'idée de recréer justement des images en mouvement est venue, les premières technologies. Donc, on a ici là, des chevaux comme ça qui sont photographiés là, alors qu'ils sont en train de courir. Et là, on se rend compte que quand on fait défiler des images très rapidement, on a comme une illusion de mouvement. Donc, on va vraiment, vraiment là, à l'origine, là, au tout début de l'histoire du cinéma. On va ensuite rencontrer Thomas Edison. On va parler là, justement son invention aussi. Je vais trouver la page. Et voilà, le Nickelodeon, comme ça ici, qui permettait là, de voir des images en mouvement. On va ensuite on va aller du côté de la France, on va rencontrer les frères Lumière qui ont fabriqué le premier cinématographe. Je vais vous le trouver. Ah, voilà ici. Donc, vraiment l'évolution là, des premières technologies, bref, des premières inventions qui ont rapport avec le cinéma. Et on va aller jusqu'au premier studio de fiction là, qui a été créé en Europe, où est-ce qu'on va pouvoir le recréer des images en studio. Donc voilà ici, là, parce qu'on peut créer des décors. Et voilà, donc c'est des bandes dessinées qui ont quand même beaucoup de textes. On va avoir en plus des dialogues des personnages. On va parfois avoir des petites séquences un peu plus descriptives. On va nous raconter, on va nous donner par exemple des dates importantes ou des lieux importants. On va nous expliquer parfois des personnalités marquantes de cette histoire du cinéma-là. Mais c'est vraiment une manière, je trouve, qui est super chouette là, d'apprendre justement l'histoire du cinéma à travers cette bande dessinée-là. On a vraiment, là, tu sais, tout est c'est très narré, là, donc on nous raconte l'histoire du cinéma au lieu d'aller plus comme dans un documentaire où on est plus en capsule théorique. On a vraiment des personnages là, qui vont nous raconter ça. Et dans les prochains tomes, en fait, le tome 2 s'appelle L'apogée du mime.
Donc, on va parler de, bon, Charlie Chaplin, évidemment, le cinéma muet. Donc, on poursuit un peu l'histoire comme ça. Le troisième tome, je ne l'ai pas sous la main, mais il s'appelle La naissance des monstres. Donc, on va parler du cinéma d'horreur, des personnages comme Frankenstein. On va parler aussi des, tu sais, l'arrivée des grandes franchises Star Wars, par exemple. Et dans le quatrième tome, ça s'appelle L'appel, pardon, de l'évasion. Et cette fois-ci, on va être du côté du cinéma western. Donc, voir tous les codes derrière ce grand classique, si je peux dire, du cinéma. Pourquoi est-ce que c'est devenu justement un classique? Pourquoi est-ce que ça a autant marqué les gens? Pourquoi est-ce qu'on parle de l'âge d'or du cinéma, justement? Donc, voilà, c'est des bandes dessinées qui peuvent vraiment convenir à toutes sortes d'âges aussi. Tant que la thématique nous intéresse, je pense qu'il n'y a vraiment aucun souci à le proposer, même aux plus jeunes. C'est des documentaires qui restent tout à fait accessibles, qui sont assez faciles à comprendre, puis qui nous offrent là, plein d'informations de manière mis dans une histoire, là, si je peux dire. Donc, je trouve que c'est vraiment des bandes dessinées qui sont très chouettes et qui permettent d'apprendre, justement, en s'amusant. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça va? Génial. La prochaine bande dessinée que j'ai à vous montrer, ça me fait un peu penser, là, on est un peu du même concept que l'histoire du cinéma. Donc, on va apprendre un peu euh, une, une forme d'art, si je peux dire. Donc, on s'éloigne du cinéma, on s'en va dans le dessin, mais on est vraiment là, on emprunte le même mécanisme, si je peux dire. On va avoir une histoire qui va nous en apprendre plus sur le dessin. Ça s'appelle Les Phylactéribles. Donc, c'est une bande dessinée de Alex S. et Rig. Bon, je dirais que celui-là a un peu, bon, tu sais, l'histoire du cinéma, c'est techniquement une bande dessinée pour adultes, c'est pas dans la collection jeunesse, mais bon, évidemment, c'est tout à fait pertinent pour les ados, pour les plus jeunes, mais celui-là est vraiment le destiné aux adolescents à partir du troisième cycle du primaire. Et c'est en deux tomes, donc le premier tome s'appelle Le Grimoire secret. Et en fait, nos deux personnages principaux, ça va être Alex S. et Rick, donc les deux créateurs de cette bande dessinée-là, pardon, qui vont se mettre en scène. Et en fait, ils sont en panne d'inspiration. Donc, on les voit ici là, qui essayent de créer leur prochaine bande dessinée, mais il n'y a rien qui fonctionne, ils n'ont pas d'idées, leurs idées ne les conviennent pas. Vraiment, là, ils ont le syndrome de la page blanche. En fait, Alex va proposer d'aller à la bibliothèque parce qu'il a entendu parler qu'il y aurait comme un livre spécial, qui aurait un peu des pouvoirs magiques et qui permettrait de restaurer son imagination. Et bref, d'aider là, les créateurs qui ont plus d'idées. Donc, ils vont se rendre à la bibliothèque et la bibliothécaire va leur dire que ce livre-là est caché au sol, que c'est un espèce de grimoire très secret, très mystérieux. Ils vont le trouver dans le sous-sol de la bibliothèque. Donc, on le voit ici, là, on a vraiment cette ambiance-là mystérieuse autour de ce livre-là. Et en fait, quand ils vont ouvrir le livre va se mettre à leur parler. On le voit ici, là, le livre va leur parler. Et en fait, il va dire qu'il est... le livre, en fait, est membre du script. Donc, le script, c'est la société secrète des crayonneurs, rogneurs et illustratrices phylactéribles. Le script. Et en fait, c'est une société secrète justement qui permet en fait, qui va donner des épreuves à surmonter à des créateurs pour restaurer leur imagination. Et si ils réussissent à surmonter toutes ces épreuves-là, ils vont pouvoir écrire là, la meilleure bande dessinée de leur vie. Et s'ils ne réussissent pas, ben, ils restent coincés dans le livre pour toujours. Donc, ils vont accepter le défi. Et en fait, chaque épreuve, ça va leur demander de faire des dessins, de créer des personnages, de créer des histoires, de créer des intrigues pour surmonter l'épreuve. Et on va vraiment avoir accès à toute leur technique, à toute leur inspiration derrière ça. Donc, par exemple, la première épreuve, ils doivent dessiner un rat. Et on va les voir comment est-ce qu'ils arrivent à dessiner un rat. Et les deux utilisent des techniques assez différentes, puis ils vont nous expliquer leur technique. Pourquoi est-ce que pour eux, c'est la technique qui fonctionne le mieux? Pourquoi est-ce qu'ils aiment utiliser cette technique-là? Donc, on voit la première ébauche. Celui-là, je pense que c'est...
Je crois que c'est Alex qui fait ça. Et ensuite, bon, voilà, on a la suite là, à l'autre page. Donc, on explique comment on rajoute les détails, comment est-ce on donne vie à cette image-là, tandis que notre autre personnage va, lui, nous dire, ah, moi, je suis vraiment plus du côté réaliste, j'aime bien travailler les proportions. Donc, il va nous expliquer, bon, qu'il commence avec une espèce de forme de haricot. Et après ça, il va vraiment aller calculer en se fiant à l'image d'un rat réel. Il va vraiment aller calculer toutes les proportions derrière cet animal-là pour réussir à rendre son dessin le plus réaliste possible. Et comme ça, donc, il va tout nous expliquer comment est-ce qu'il fait. Donc, je trouve que c'est vraiment chouette. Si vous avez des fois des élèves qui aiment dessiner, qui sont intéressés par la création de bande dessinée, on va vraiment plonger dans le processus de création d'une bande dessinée, voir tous les dessins. Ça donne des trucs, après ça, on peut se pratiquer en utilisant les conseils qui ont été mentionnés par les auteurs. On va aussi parler, il y a une des épreuves où est-ce qu'ils vont devoir, on va parler du point de fuite qui est une technique en dessin, là, comme ça pour donner une espèce d'illusion là, de distance entre les objets. Donc, on va parler qu'est-ce que le point de fuite, comment est-ce qu'on peut l'utiliser en dessin. On va aussi parler de, justement, ça me fait penser à ma bande dessinée sur le cinéma. Donc, on va parler comment est-ce que dans le dessin, on peut créer du mouvement. Comment est-ce qu'on peut créer une illusion de mouvement dans le dessin. Pour faire ça, ils vont dessiner des gladiateurs qui se battent pour bon, comment est-ce qu'on peut donner cette illusion de mouvement-là. Et à la toute fin, bon, ils vont réussir là, à surmonter toutes les épreuves et ils vont retrouver là, évidemment l'imagination qu'ils avaient besoin pour créer leur prochaine bande dessinée. Et tout est bien, là, tout est bien qui finit bien. Le deuxième tome, en fait, on retrouve les mêmes deux personnages, puis on va se retrouver dans un monde où l'imagination n'existe pas. Donc, on reprend un peu le même concept. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. Marie-Josée, très intéressant pour les profs d'art, très belle nouveauté. Oui, effectivement, c'est vrai que pour les cours d'art, après ça, c'est sûr que ça l'invite là, à faire des activités à la manière d'eux pour réinvestir là, les techniques qu'on a apprises dans notre lecture. Là, exactement. Puis il y a une estampe là, sur la couverture. On nous dit que ce livre-là va nous apprendre comment dessiner pour survivre. C'est une promesse, une promesse qui est intéressante. Mais voilà, donc pour cette bande dessinée-là que j'ai bien aimée, qui est très drôle, si on est vraiment dans l'exagération, ils se retrouvent dans des situations pas possibles, et c'est vraiment le dessin qui va justement les aider à survivre. Et on va pouvoir apprendre à dessiner avec eux. Je vais prendre une petite gorgée avant de poursuivre. Je vais maintenant aller du côté de mes documentaires. En fait, j'en ai juste deux là, à vous montrer, mais vu que j'avais des bandes dessinées documentaires, je me suis dit que ça pouvait s'inclure là, dans cette catégorie-là. Mais le premier que j'ai à vous montrer, c'est un magnifique documentaire sur les oiseaux. Ça s'appelle Les oiseaux du Québec. Et c'est de Michel Leboeuf et Émilie Beaulieu. Et c'est un documentaire, en fait, qui est en deux temps. Donc, en première partie, on va avoir un peu une partie plus théorique, si je peux dire, sur les différents types d'oiseaux. Donc, on va en apprendre plus sur les oiseaux en général, si je peux dire. Donc, les origines des oiseaux, qu'est-ce qui les distingue des autres animaux, c'est quoi leurs principales caractéristiques, comment est-ce qu'ils se reproduisent, c'est quoi leur habitat, qu'est-ce qui les distingue des autres animaux. Donc, je peux vous montrer un peu l'anatomie d'un oiseau aussi qu'on va discuter. Donc, on est vraiment le plus sur une partie sur les oiseaux en général. Et les textes sont vraiment sous forme de capsules. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on a des petites capsules de texte. Des fois, on va voir des encadrés. Donc, je trouve que ça cible l'information de manière assez claire. Le texte est aéré. Il y a beaucoup d'illustrations qui viennent accompagner ça. Et ça permet un peu de cibler des fois là, les informations qui nous intéressent. Et vous aurez peut-être remarqué, là, c'est peut-être petit à l'écran, là, mais il y a des mots qui sont en rouge. Et on nous explique en fait au tout début que les mots qui sont en rouge sont définis dans un glossaire qui se trouve à la toute fin. Donc, par exemple, ici, c'est le mot prédateur qui est en rouge. Donc, si on a besoin d'informations supplémentaires, si on a besoin d'une définition du mot prédateur, on peut se référer au glossaire à la toute fin qui va proposer des définitions. Donc, ici, c'est le glossaire.
Donc, prédateur, il est ici. Donc, on nous dit animal qui chasse un autre animal, c'est-à-dire sa proie. Et on nous réfère aussi à la définition du mot proie, si jamais on a besoin. En deuxième partie, là, c'est vraiment des fiches d'identification des animaux. Donc, c'est vraiment le genre de documentaire là, qu'on amène à l'extérieur pour faire l'identification d'oiseaux. Et ils sont classés, en fait, du plus commun au Québec au plus rare, si je peux dire. Donc, au début, on a le moineau domestique, comme ça ici. Donc, on a une illustration. On va, nous parler de comment l'identifier, donc des traits là, qui sont euh, classiques là, de cet oiseau-là. À quoi est-ce qu'on peut le reconnaître? On va aussi avoir là, une comparaison avec un humain. Donc, ici, on nous dit qu'il est un petit peu plus grand qu'une main. Cette comparaison-là, elle va aussi, des fois, on utilise là, pour les plus gros animaux, là, par exemple, ici, le canard, on va le comparer là, à un enfant là, pour donner une idée de sa taille. On va aussi avoir des informations sur sa voix. Donc, comment est-ce qu'on peut identifier son chant? On va nous dire des informations sur son nid, sur son alimentation, à quel moment de l'année aussi est-ce que c'est possible de le voir, quel moment de l'année on est plus propice de le retrouver. Et on va toujours avoir un fait étonnant sur cet oiseau-là. Donc ici, on nous dit là, là, je vous montrais la moineau. Je suis même pas retournée à cette page-là. Un instant. Le moineau. Donc, fait étonnant, en ville, la femelle du moineau place parfois des mégots de cigarettes dans son nid car les substances qu'elles contiennent repoussent les parasites des oisillons. À la campagne, l'espèce ne fait pas la difficile pendant ses repas. On la voit souvent se nourrir dans les crottins des animaux de ferme. Donc, il y a des petits faits intéressants comme ça. Mais je trouve que c'est vraiment chouette comme guide d'identification. C'est super simple, c'est clair. On va vraiment nous dire, bon, tête grise ornée d'une bande brune qui relie l'œil à la nuque. Donc, on a vraiment des trucs visuels à chercher pour identifier ces oiseaux-là. Et parfois, on va avoir des en fait, on a des codes QR qui nous permettent d'entendre le son de ces oiseaux-là. Donc, on peut, si jamais on est je sais pas, on se trouve dans la cour d'école, on essaie d'identifier les oiseaux, on le voit pas, mais on l'entend. On peut se fier à ça, là, ça va nous donner des trucs pour identifier les oiseaux juste avec le son, sans nécessairement les voir. Bon, on a plein, là, je peux vous en montrer quelques-uns. On a le gibeleux, par exemple. On a aussi l'hirondelle bicolore, comme ça. Et on a aussi des oiseaux qui sont plus faciles à trouver près des cours d'eau. J'ai montré le canard tantôt, mais on va aussi avoir, par exemple, le grand héron, juste ici. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un outil d'identification des oiseaux qui est super pertinent si jamais vous voulez l'utiliser justement aux alentours de l'école. Je trouve que ça peut être chouette pour permettre aux élèves de travailler leur sens de l'observation, si je peux dire, puis aussi de sortir dehors. Des fois, ça peut c'est une manière différente là, d'utiliser les livres là, comme guide. Je pense que ça peut être chouette des fois d'utiliser les livres de cette manière-là. Donc, les oiseaux du Québec. Puis, bien évidemment, là, bon, le livre s'appelle Les oiseaux du Québec, mais on s'entend que c'est des oiseaux qui sont assez communs un peu partout au Canada. Donc, surtout si vous trouvez, par exemple, en Ontario, on est quand même assez proche, là. Donc, euh, on, euh, on peut s'attendre à avoir des oiseaux là, qui sont communs, que vous pouvez trouver aussi dans votre coin. Ça, c'est bon. Puis, donc, je vous avais dit, j'avais deux petits documentaires. Le prochain, je vais y aller très rapidement parce que je sais que c'est une collection qui est très répandue. Mais je voulais quand même la mentionner pour le troisième cycle du primaire. La collection Savais-tu, que vous connaissez très probablement, en fait, a sorti une nouvelle branche de la collection, si je peux dire, qui est la branche sport. Et il y a le hockey qui est sorti et j- j'allais dire le soccer, puis on dirait que j'ai un petit doute,
Mais je vois des têtes qui hochent. Mais donc, oui, je voulais juste vous mentionner, en fait, ces deux nouveautés-là. Je pense que c'est des livres qui se passent de présentation. Là, vous les connaissez très bien, vos élèves les connaissent très bien. Mais c'est une nouvelle branche. Donc, sur le sport, je pense que c'est chouette. C'est une thématique qui revient souvent, qu'on me demande souvent des livres sur le sport. Pour le troisième cycle du primaire, c'est en plein dans ce public cible-là. Et voilà, on en apprend plus sur ces deux sports-là. Voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Je pense que ça se passe de présentation. Je vais aller maintenant pour les dernières 25 minutes qui nous restent. Je vais aller du côté de mes romans. J'ai deux romans, en fait, les deux premiers romans que je vais vous présenter. Je trouve que c'est des très bons livres, très bons romans de transition entre le primaire et le secondaire. Donc, c'est des livres qui sont tout à fait adaptés à ces deux publics-là, donc troisième cycle du primaire, premier cycle du secondaire, donc 5, 6, 7, 8e année. Je trouve que c'est des livres qui se prêtent bien à ce public-là. Le premier, c'est une série dont le troisième tome, c'est une trilogie, donc le troisième tome, le tome final, vient tout juste de sortir. C'est celui que j'ai sous la main. Ça s'appelle Quand Simone s'efface de Lynn Vanier. Donc ça, c'est le troisième tome. Le troisième tome qui s'appelle Tous pour un. Je trouve que la couverture est vraiment belle. Là. Ça donne envie de le lire. Là. J'aime beaucoup les petits détails. Donc, en fait, on a ça, c'est le troisième tome, mais au début, on a deux pages et demie où l'autrice va s'adresser au lecteur pour te faire un petit résumé de l'action qui s'est passée dans les derniers tomes, des personnages qui vont revenir dans le troisième tome, bref, des informations qu'on a besoin pour comprendre la suite des aventures. Donc ça, je trouve que c'est chouette d'avoir un petit résumé, une petite remise en contexte avant de se plonger dans ce dernier tome-là. Si des fois, ça fait longtemps qu'on a lu les autres tomes ou juste justement de se rafraîchir la mémoire, c'est bien. Puis en fait, je voulais vous lire l'extrait parce que je trouve que ça résume très bien là, cette série-là. Puis je crois que vous allez comprendre tout de suite. Donc, ça dit: Bonjour, chère lectrice, cher lecteur. C'est vraiment plaisant de te retrouver pour le troisième et dernier tome des aventures de Simone Jolivet-Dupuis et de ses amis. Comme un certain temps s'est peut-être écoulé depuis que tu as fini les deux précédents tomes, laisse-moi te rafraîchir un peu la mémoire. Simone, Hubert, Béatrice et Maverick habitent Rivière-aux-Fleurs, une petite municipalité qui a failli disparaître quand la mine qui employait plusieurs de ses habitants a fermé. Dans le premier tome, on a assisté au sauvetage de la ville, inspiré en grande partie par Simone et ses copains. Mais ce n'est pas tout. Il y était aussi question de Robinson, un vieil ermite vivant dans la forêt et originaire de mondes parallèles. Ce charmant monsieur fait désormais partie des proches de Simone et la jeune fille lui rend de fiers services. Car cette fameuse Simone, en plus d'être extrêmement sympathique, possède l'extraordinaire pouvoir de devenir invisible à l'occasion. Grâce à ce merveilleux talent caché, elle a aidé le général Dutrisiac à sauver le pays des mille et une étoiles des dangers que lui faisaient courir deux sinistres personnages de la contrée voisine, le tyran Asno et son maléfique magicien, le Grand Vizir. À la fin du premier tome, tout semblait se placer, tant pour Rivière-aux-Fleurs que pour le pays des mille et une étoiles. Mais bien sûr, tout s'est gâché et a donné naissance aux péripéties racontées dans le deuxième tome. Robinson a alors réalisé qu'il était le père de deux magiciennes. Toutefois, la rencontre initiale entre les jumelles s'est très mal déroulée, au point où Victorine a passé une grande partie du deuxième tome complètement pétrifiée. Vraiment pas pratique. Surtout qu'Asno et son grand vizir ont réussi contre toute attente à s'échapper de leur prison et à menacer de nouveau l'équilibre du pays de l'autre dimension. On a aussi appris que le pauvre Hubert, un des meilleurs amis de Simone, était victime de harcèlement de la part de deux élèves. Honteux, il n'en a parlé à personne. À la fin, la situation est redevenue normale au pays des mille et une étoiles. La magicienne Clarisse a changé Asno et son sorcier en rat, et ils sont désormais enfermés dans une cage sous haute surveillance. Mais Hubert subit toujours de l'intimidation en secret. Le troisième tome te réunira avec Simone, Maverick, Béatrice et ce cher Hubert. Tu retrouveras Robinson, Victorine et Clarisse, pardon, ainsi que de nombreux personnages, comme Jérémie Champollion, qui parle avec les animaux, et surtout Fedora Nobécourt, une accoucheuse un peu sorcière qui se balade d'une dimension à l'autre et qui a une fâcheuse tendance à se mettre les pieds dans les plats. Tout ira de travers pendant un long moment, mais sois optimiste, ta patience sera récompensée. Je te souhaite de belles aventures avec cette joyeuse tribu. Amuse-toi bien. Ça nous résume vraiment l'action des deux tomes différents, des deux tomes précédents, pardon. Quels personnages vont être importants à notre compréhension du troisième tome. Et en fait, dans ce
dans ce troisième tome-là, on a un peu deux intrigues qui se passent en parallèle dans les deux univers. Donc, vous aurez compris qu'il y a le monde réel, le monde des humains, qui est le village de Rivière-aux-Fleurs où Simone et ses amis habitent. Et il y a un monde parallèle, le pays des mille et une étoiles, qui est un pays où bon, la magie existe et que Simone et ses amis sont capables de passer d'un univers à l'autre. Dans le troisième tome, en fait, dans le pays des mille et une étoiles, on va suivre l'aventure de, comme je l'avais mentionné, Fedora. Fedora qui est une sorcière qui va, elle va commencer à entendre des voix. Et elle va se rendre compte que, bon, vous l'avez vu, le grand vizir et son acolyte ont été transformés en rats, qui sont un peu les grands méchants de cet univers-là, ont été transformés en rats et sont dans une prison sous haute surveillance. Et le grand vizir est en train d'appeler par télépathie un peu n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment pour tenter de tomber sur quelqu'un qui pourrait les aider à s'évader encore une fois de la prison. Et Fedora va entendre les appels à l'aide du grand vizir. Et bon, Fedora, c'est une sorcière qui c'est un personnage assez complexe. C'est pas la méchante, c'est pas la gentille. Elle se laisse facilement influencer et elle va finir par accepter d'embarquer dans le plan du grand vizir pour leur permettre de s'évader de prison. Elle va utiliser différentes potions pour, par exemple, prendre l'apparence là, de la personne qui s'occupe de l'entretien des cages là, pour permettre aux rats de s'évader, de les remplacer par des vrais rats au lieu des deux méchants. Donc, on va la suivre là, de son côté dans cette mission-là. De l'autre côté, du côté du village de Rivière-aux-Fleurs, donc du monde réel, si je peux dire, on a Simone et ses amis qui commencent le secondaire. Et on va les suivre un peu dans cette grande étape-là où est-ce que, bon, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de questions aussi qui se posent, on va les suivre là-dedans. Et comme le résumé l'a mentionné, en fait, Hubert va être victime d'intimidation de plus en plus fréquemment, de plus en plus intense aussi. Bon, il va avoir des menaces envers en fait, il y a un oiseau comme animal de compagnie et ses intimidateurs vont s'en prendre à son oiseau, vont le menacer, vont par exemple le demander une rançon pour le garder en sécurité. En fait, vont lui faire des menaces. Bon, s'il lui envoie pas telle somme d'argent, ils vont s'en prendre à son oiseau. Ils vont aussi ils vont faire un site de paris où est-ce que les élèves de l'école vont être amenés à voter sur la prochaine méchanceté, là, si je peux dire, qu'ils vont faire subir à Hubert. Donc, c'est vraiment une intimidation qui va s'étendre à l'échelle de l'école au complet. Et Hubert va vraiment tout vivre ça à l'intérieur, va pas se confier à personne parce que, bon, il est gêné et il n'a pas envie là, que les autres sachent qu'il est victime de toutes ces intimidations-là. Les deux histoires vont se recouper, en fait, à un moment où Hubert va enfin là, se confier à ses amis, se confier à des adultes aussi de confiance par rapport à l'intimidation qu'il vit. Et pour le temps que la situation se règle, en fait, Simone va proposer à Hubert d'amener son oiseau, qui est toujours la source de menace, dans le pays des mille et une étoiles pour qu'ils soient en sécurité. Et quand ils vont arriver au pays des mille et une étoiles, c'est là ils vont se rendre compte que le plan de Fedora a fonctionné, que les rats se sont échappés et que le pays des mille et une étoiles est de nouveau en danger et qu'ils doivent intervenir encore une fois pour le sauver. Et voilà, donc c'est là que les deux histoires vont se recouper. Je trouve que c'est un roman qui traite justement de tous ces sujets-là qui entourent l'entrée au secondaire. Je pense que c'est vraiment chouette par rapport à ça. On va parler beaucoup d'intimidation, même qu'à la toute fin, on a, on a comme un petit texte sur l'intimidation. On va avoir des ressources aussi à contacter, des idées aussi pour si nous, on est victime d'intimidation, ou si on connaît quelqu'un, si on est témoin d'intimidation, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir, pour contrer ça. Et avec le personnage de Fedora, je trouve qu'il est très complexe. Comme tu disais, c'est pas la méchante, c'est pas la gentille. Je trouve que ça apporte une complexité au texte qui est intéressante. Et voilà, ça nous transporte dans un monde imaginaire qui est très
Euh, En tout cas, qui m'a beaucoup intéressée, là, puis je trouve que c'est tellement beau comme nom de village, Rivière-aux-Fleurs. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie d'habiter là, là. Ça a l'air tellement, tellement pittoresque. Je trouve que ça a l'air enchanteur. Donc, ça, c'est pour quand Simone s'efface. Je vais prendre une petite gorgée d'eau avant de continuer. Le prochain roman, c'est de Karen Paquin. Ça s'appelle Les Passeurs du Zodiaque. Et le premier tome s'appelle Les Voyageurs. La couverture est magnifique, là. Vraiment, je pense qu'on peut prendre un moment pour apprécier ça. Et les pages aussi sont, en fait, au lieu d'être une écriture noire sur un fond blanc, on a l'inverse. Donc, on a des pages noires avec une écriture blanche. Donc, l'objet livre, là, juste là, est vraiment intriguant et vraiment accrocheur. Et en fait, on va suivre le personnage d'Aube. Aube, qui est une adolescente euh, qui habite, en fait, sa mère a une auberge ou un peu comme un bed and breakfast. Et elle aide là, sa mère là, dans les petites tâches comme ça pour tenir l'auberge. Et son père, en fait, elle a connu son père, mais son père est disparu là, alors qu'elle était assez jeune. Et il y a comme un grand mystère là, qui plane autour de son père. Elle n'en sait pas trop sur lui. Personne ne veut vraiment lui en parler, donc c'est très mystérieux. Ils vont recevoir des voyageurs dans leur auberge qui sont euh, très bizarres. Donc, il va y avoir un homme qui a, par exemple, là, qui a le dos recouvert d'écailles. Il y a deux jumeaux qui parlent, qui sont vraiment là, connectés l'un avec l'autre et qui vont parler presque en même temps. Il va y avoir une femme aussi qui les accompagne. Et Hope va vraiment être intriguée par ces voyageurs-là. Ils ont comme des comportements étranges, parlent pas trop quand il y a des gens autour d'eux. Ils sont souvent en train, l'homme va être souvent en train d'écrire dans un cahier. Donc il y a un grand mystère aussi qui plane autour de ces voyageurs-là. Et elle va en fait les espionner. Et elle va les suivre jusqu'à leur auberge, est comme à l'orée d'une forêt. Ils vont se rendre dans la forêt et Hope va les suivre en fait. Et c'est là qu'elle va découvrir qu'ils ouvrent un portail, en fait, vers le monde du zodiaque. Et le monde du zodiaque, bon, fonctionne comme les signes astrologiques, là, avec tous les signes du zodiaque. Elle va découvrir que les deux jumeaux sont des passeurs du Gémeaux. Donc, les passeurs, ce sont des gens qui sont capables de passer du monde du zodiaque au monde réel et qui détiennent un peu la clé pour ouvrir ce portail-là. Et chaque signe du zodiaque est associé à un peuple et chaque peuple a un moment où est-ce qu'ils sont capables de passer d'un monde à l'autre qui leur est propre. Elle va se retrouver dans ce monde-là, elle va apprendre à connaître tous ces voyageurs-là et elle va leur parler de son père. Et là, eux, ils connaissent son père qui était un passeur sagittaire et en fait, qui a disparu. En fait, les passeurs ont un journal un peu dans lequel ils notent leurs aventures, notent leurs connaissances, puis c'est un peu comme bon, passer de génération en génération, puis c'est un grand cahier qui regroupe les connaissances de tous les passeurs, de tous les signes du zodiaque. Et il y a en fait un peuple qui était le peuple des Serpentaires, qui a disparu il y a de cela très longtemps. Et le père d'Aube luttait pour que les connaissances de ce peuple-là soient conservées dans le cahier au lieu d'être oubliées là, à tout jamais. Et bon, ça faisait un peu polémique, on ne sait pas trop pourquoi, on va aussi découvrir un peu pourquoi tout ça faisait polémique. Et depuis ce temps-là, c'est depuis ce temps-là que le père d'Aube a disparu. Et en fait, on se doute qu'il aurait été retenu captif par le Conseil, qui est un peu le gouvernement là, qui régit le monde du zodiaque, qui aurait été retenu contre son gré par eux, bon, parce que il aurait eu des idées un peu trop révolutionnaires qui auraient perturbé l'ordre, si je peux dire. Et Hope va essayer de retrouver son père, de retrouver où est-ce qu'il est détenu.
C'est très intéressant parce qu'elle va faire la rencontre aussi de différents peuples. Elle va se faire kidnapper par le peuple des Sagittaires qui vont la prendre pour une des leurs, donc ils savent pas qu'elle est humaine, qu'elle a aucune idée comment ce monde-là fonctionne, quelle est l'histoire de ce monde-là. Et elle a un peu comme de la difficulté. En fait, elle ne sait pas qui sont ses alliés, qui sont ses ennemis. Donc, elle ne sait pas à qui elle peut faire confiance, à qui elle doit cacher sa réalité d'humaine, parce qu'on lui explique aussi qu'il n'y a jamais eu de mi-humaine, mi-zodiaque, sauf elle. En fait, elle est la première qui est l'union, en fait, d'une femme humaine totalement normale et d'un un homme qui venait du monde du zodiaque. Donc, personne ne sait qu'est-ce qui advient quand un enfant est né de cette union-là. Elle doit cacher sa réalité à certains d'entre eux, mais elle ne sait pas qui, justement, sont ses alliés, qui sont ses ennemis, à qui elle peut faire confiance. Et bon, elle va être amenée là, à rencontrer là, la résistance, si je peux dire, qui sont des membres du monde du zodiaque qui se rassemblent pour justement donner justice au père de Aube et aussi là, à toutes les connaissances qu'il essayait de mettre au grand jour avec les connaissances du peuple de Serpentaire. Et elle va en fait avoir de plus en plus comme des impressions de déjà-vu à fur et à mesure qu'elle découvre ce monde-là, qu'elle rencontre des gens. Et elle va en fait se questionner à est-ce que son père l'a déjà amené ici alors qu'elle était enfant. Donc, le premier tome, comme vous voyez, on établit un peu les règles de ce monde-là, on découvre les différents peuples, on découvre aussi qui était son père, et on peut s'imaginer que dans le deuxième tome, on va vraiment aller à la recherche de son père avec ces gens-là et essayer de trouver là, où est-ce qu'il est et comment il se porte. À la toute fin, on a un guide, si je peux dire, du monde du zodiaque, donc ça s'appelle le guide du zodiaque. Et on va nous présenter, en fait, on va avoir premièrement une carte où on voit là, que chaque signe du zodiaque là, est attribué à un peuple là, qui possède un territoire dans ce monde-là. Et on va aussi avoir en fait, chaque peuple va nous être présenté euh, en fait, sur 4 pages. On va nous présenter, bon, par exemple, là, les Sagittaires. On a un peu leur emblème. On va nous parler de leurs traits physiques, de leurs dons magiques. Ensuite, on va mentionner bon, leurs traits de caractère, leur culture, mode de vie, les éléments de la nature qui les représentent. Et ça va être comme ça là, pour chacun des 12 peuples. Donc, on va apprendre à les connaître comme un guide pratique. Je trouve qu'il est intéressant à se référer au fur et à mesure de notre lecture pour des fois, si on a des petites questions, ça y répond. Puis ça permet justement de s'initier, de faire un résumé, si je peux dire, de tout ce qu'on a appris dans le livre. Donc voilà, pour les passeurs du zodiaque de Karine Paquin, je trouve qu'il offre un univers fascinant. Je sais que l'astrologie, c'est quelque chose qui en intéresse plusieurs, les signes du zodiaque et tout. Je pense que ça peut capter l'attention de certains. Et l'univers est super bien développé, très intéressant, pose des questions qui sont très intéressantes. Moi, je vais le dire, j'ai eu un gros coup de cœur pour les passeurs du zodiaque. Je vais vous présenter un roman qui, cette fois-ci, est peut-être un peu plus destiné aux plus vieux. Donc, je dirais dernier cycle du secondaire, 11e 12e année. On est dans un livre qui va parler, bon, là, on était beaucoup du passage de l'enfance à l'adolescence, donc transition vers le secondaire. Cette fois-ci, on va parler du passage justement de l'adolescence au monde des adultes. Donc, on va avoir des personnages qui, justement, sont plus vieux et qui terminent leur études secondaires et qui vont devoir apprendre à naviguer dans une nouvelle réalité d'adultes où ils ont plus de responsabilités. Ça s'appelle Smash de Alexandra Larochelle. Le premier tome s'appelle Solo de drum et prosciutto melon. Et Smash, ça raconte l'histoire de Coralie. Coralie qui a 16 ans et qui est, en fait, elle est actrice. Elle joue dans une émission de télé super populaire. C'est une émission quotidienne donc, qui passe à tous les jours. Et c'est dans cette émission-là, elle joue le personnage principal qui s'appelle son nom m'échappe, c'est pas très grave. Anaïs. Le nom de son personnage, c'est Anaïs. Et elle est, bon, une joueuse de volleyball super populaire dans cette série-là, une série qui est très appréciée des jeunes, qui est très, très écoutée.
Et dans la vraie vie, Coralie, elle est un peu l'opposé là, d'Anaïs, là, de son personnage. Elle est pas pantoute très sportive. Elle est très renfermée. Elle aime pas trop avoir l'attention sur elle. Elle aime bien être en petit comité avec ses amis. Donc, elle navigue un peu là, dans son quotidien d'actrice, mais aussi elle est en train de terminer ses études secondaires. C'est un roman en alternance de points de vue. Donc, on a deux narrateurs qui s'alternent à chaque chapitre. Donc, il y a des chapitres qui sont narrés par Coralie et les autres chapitres sont narrés par Grégoire. Grégoire qui est en fait le copain de Coralie, qui a lui aussi 16 ans, qui en fait euh, est membre d'un groupe de musique. Il adore la musique, lui, c'est sa passion. Et en fait, on va suivre le quotidien, justement, de Coralie et de Grégoire. C'est vraiment un roman miroir, si je peux dire. Donc, on va parler de la réalité de tous les jours, du quotidien de ces adolescents-là qui naviguent à travers là, tous les événements qui viennent avec la fin du secondaire, tous les questionnements aussi qui viennent avec la fin du secondaire, pardon. Et bon, Coralie, elle va avoir on va avoir des retours en arrière, donc des souvenirs du passé de Coralie qui vont être présentés sous la forme de script, comme si c'était le script d'une émission de télé. Donc ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Donc ici, on a bon, un flashback euh, à son école primaire. Donc on va avoir les flashbacks qui sont présenté comme un scénario. Je trouve que c'est vraiment chouette visuellement. Ça apporte un peu de diversité au texte. Puis ça permet aussi d'avoir un visuel qui nous permet, encore une fois, là, comme j'expliquais avec, je me souviens plus quel livre, là, mais il y avait le même concept où est-ce qu'on a un visuel qui nous permet de suivre le temps du récit, là, vu qu'on retourne beaucoup en arrière, retourne au présent, ça nous permet là, d'y voir plus clair. Coralie, elle, elle a une réalité là, qui est très différente là, des autres adolescents parce que, bon, elle fait l'école à distance, elle se rend seulement à l'école pour faire ses examens. Elle a aussi de la difficulté à entretenir des amitiés hein, à cause de son train de vie qui est très différent des autres. On va apprendre en fait elle avait une meilleure amie qui s'appelait Roxane. Roxane ils ont coupé tous les ponts les deux, et à travers les flashbacks, surtout, on va apprendre qu'en fait, Roxane convoitait le rôle d'Anaïs aussi dans la série télé. C'est Coralie qui a eu le rôle, puis Anaïs l'a très mal pris, en fait, et depuis ce temps-là, elles ne sont plus amies, et Roxane, elle a un peu comme mission de saboter, si je peux dire, la carrière de Coralie. Donc, elle a beaucoup de colère envers elle. Elle va se lier d'amitié avec Grégoire. Grégoire, qui je vous rappelle, qui est le copain de Coralie, puis va essayer de lui-même le monter contre elle. Donc, va parler en mal de Coralie avec lui, va essayer de ruiner leur relation aussi. Bref, tout pour mener la vie dure à Coralie. Donc, Coralie va devoir naviguer à travers cette intimidation-là. Et en même temps, du côté de Grégoire, ce que je trouve qui est vraiment chouette à travers ces personnages-là, c'est qu'on a un personnage adolescent masculin qui a beaucoup de questionnements et qui n'a pas nécessairement il va avoir beaucoup de questionnements sur bon, son futur, qu'est-ce qui se passe après le secondaire, mais aussi beaucoup de questionnements sur ses relations d'amitié, ses relations avec Coralie. Il va aussi avoir beaucoup de questionnements sur bon, sa sexualité. Hein. C'est un adolescent qui apprend des nouvelles choses, qui navigue à travers la vie d'un jeune adulte, mais il n'y a personne vers qui se tourner, il n'y a personne de confiance à qui poser ses questions. Il fait ses recherches sur Internet, puis c'est pas super génial. Et il est très près de ses émotions, justement, très près de tous les questionnements qu'il porte. Puis je trouve que c'est un personnage là, d'adolescent garçon qui est très inspirant, qui est très mature, puis qui pose vraiment des questions qui sont nécessaires là, d'être posées. Et je trouve qu'il apporte c'est vraiment un bel apport là, au récit, je trouve, puis ça permet justement de se poser ces questions-là un peu en parallèle avec lui, puis ça peut amorcer certaines discussions, certaines réflexions. Je trouve que c'est amené là, de manière très intéressante. Donc voilà pour Smash de Alexandra Larachelle, qui est vraiment là, un récit miroir, comme je disais, où est-ce qu'on va suivre le quotidien de ces adolescents-là et se poser des questions. En fait, ils se posent les mêmes questions que tous les adolescents se posent, puis je pense que ça peut en réconforter certains, pardon, puis amorcer des discussions, amorcer des réflexions de manière très,
c'est apporté de manière très saine. Donc, je trouve que c'était, en tout cas pour moi, ça a été une très belle lecture. J'espère que vous avez fait des découvertes. J'espère que vous avez trouvé des livres qui pourraient être intéressants pour votre milieu. La bibliographie aussi, j'en profite pour vous dire que vous pouvez la partager avec vos collègues, bien évidemment. S'il y a des livres que vous pensez qui peuvent leur être utiles, vous pouvez leur partager.